Bonjour, bienvenue à tous. Alors, je ne vais pas déroger à la tradition et commencer cette année 2019 en vous adressant mes meilleurs vœux. Vous dire que je suis ravi de vous accueillir ici au ministère de la Santé pour cette matinée exceptionnelle consacrée à l'expérience patient. Voilà, c'est un plaisir pour moi de voir que ce sujet intéresse aujourd'hui de plus en plus de monde et on a des invités prestigieux pour consacrer un petit moment ce matin à ce sujet de l'expérience patient. Alors voici le programme, l'ordre du jour, avec, comme je vous le disais, la présentation des résultats du baromètre de l'expérience patient, dont évidemment on va vous dire quelques mots. Et puis on enchaînera avec des réactions de personnalités qui ont accepté de venir témoigner aujourd'hui, des membres des fédérations évidemment, mais aussi de la Haute Autorité de Santé, de France Asso Santé et du ministère de la Santé. Alors je suis Amak Wehvi, directeur de l'Institut français de l'expérience patient. Et je voulais commencer brièvement en vous disant que notre société se transforme. La place du système de santé, elle, se maintient. Elle est prépondérante. Pourquoi ? Parce que ce qui est en jeu, c'est la maladie, le handicap, pour une tranche de vie ou pour la vie entière. Et donc, dans notre société, les attentes des citoyens, des personnes, des patients évoluent. Alors comment le système de santé s'adapte à ces évolutions, comment les professionnels de santé s'adaptent individuellement et collectivement à ces évolutions, c'est une des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. L'expérience patient, c'est ce qui façonne notre vision du système de santé. C'est le prisme à travers lequel, de manière un peu intuitive, on évalue sa performance. Mais réciproquement, le système de santé ne devrait-il pas être aussi un moyen de voir comment l'expérience des patients peut lui donner une direction à prendre? Est-ce qu'on peut imaginer une boucle vertueuse dans laquelle, au fond, l'expérience patient deviendrait une boussole dans cette évolution du système de santé? C'est justement ce qui nous a poussé à quelques-uns à construire cet Institut français de l'expérience patient dont je vais vous dire quelques mots. Alors l'Institut français de l'expérience patient, c'est une organisation à but non lucratif, une association loi 1901, que nous avons construite avec Christian Saout, que nombreux d'entre vous connaissent, avec Philippe Michel, Michel Crémades, un certain nombre de gens qui sont ici dans la salle et que je remercie de nous accompagner dans cette aventure. Et donc cet Institut français de l'expérience patient, il se veut tout d'abord être un organisme qui fait converger les expertises. Les expertises qui sont dans le champ de la santé, mais aussi celles qui viennent d'en dehors du champ de la santé. Il fait aussi converger des approches qui se jouent au niveau national et des approches qui se jouent à l'échelle internationale. Je ferai plusieurs fois référence au Beryl Institute, qui est un peu notre organisation cousine aux États-Unis. Et clairement, cette inspiration est tout à fait importante pour nous. Alors évidemment, quand on parle de l'expérience patient, on pense tout de suite à l'hôpital, mais l'expérience patient, on peut aussi la concevoir comme une expérience de l'usager en santé, et le secteur médico-social est tout autant concerné. Donc je profite d'avoir le micro ce matin pour insister sur l'acception large de l'expérience patient et qui inclut les acteurs du médico-social. Notre organisation, l'Institut français de l'expérience patient, comme son nom l'indique, est dédié à ce thème. C'était notre volonté, c'était le choix que nous avons fait pour contribuer à accélérer le mouvement de prise en compte de l'expérience patient dans notre système de santé. Et évidemment, notre souhait, c'est d'être un partenaire de confiance pour toutes les institutions qui sont aujourd'hui les architectes du système de santé, qui y contribuent directement. Alors, on a un bon échantillon ce matin de ces architectes du système de santé, avec les représentants des fédérations, bien sûr.
Et puis, comme je le disais tout à l'heure, Anne-Marie Armenteras de Saxé pour la Haute Autorité de Santé, Alexandra Fourcade pour le ministère de la Santé, et puis Alain-Michel Serretti pour France Asso Santé. Alors, on parle beaucoup d'expérience patient désormais, et je vous le disais, on peut s'en féliciter. L'expérience patient, après tout, qu'est-ce que c'est? Alors, on en donne une définition, l'ensemble des interactions et des situations vécues par une personne tout au long de son parcours de santé. Mais au fond, c'est peut-être encore plus parlant quand on évoque l'expérience patient sous l'angle de ce que les patients ressentent. Ici même, en 2017, on avait organisé un forum sur comment limiter, diminuer l'angoisse des patients. L'expérience patient, c'est aussi ça. C'est des patients qui s'interrogent sur la suite de leur parcours, qui font face à de l'incertitude dans ce parcours de santé. Et donc, tout ce qui peut concourir à limiter cette incertitude, limiter cette angoisse, est, de notre point de vue, quelque chose d'essentiel. Et évidemment, ça fait partie de la prise en compte de l'expérience des patients. Alors, ce n'est pas seulement ça, parce que l'expérience patient, c'est aussi un enjeu de prise en compte des nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui, notre prise en charge dans le système de santé dépend de plus en plus de ces outils numériques, interactifs. Donc clairement, c'est un enjeu aussi d'intégrer toutes ces dimensions dans la prise en compte de l'expérience patient. Alors aujourd'hui, on vient vous présenter les résultats de notre baromètre, Institut français de l'expérience patient, BVA. L'enjeu était de demander à des professionnels de santé la façon dont ils conçoivent l'expérience patient. Est-ce qu'ils la connaissent d'abord ? Et de bâtir donc cette étude de référence qui s'inspire d'une étude que le Beryl Institute conduit depuis 2011, tous les 2 ans, aux États-Unis, avec plusieurs enjeux. Mesurer le degré de maturité de l'expérience patient dans les établissements de santé, voir comment ce sujet avance, comment les professionnels se l'approprient, en quoi cette expérience patient devient un levier stratégique pour les acteurs, quels sont les freins, quels sont les leviers pour développer cette expérience patient. Donc l'enjeu de cette étude, il était triple. Tout d'abord, mesurer, comme je le disais, l'évolution de la dynamique en France et de pouvoir comparer l'évolution de cette dynamique avec ce qui se passe au niveau international. C'est pour ça que le partenariat avec le Beryl Institute aux États-Unis était précieux, puisque les résultats que nous nous apprêtons à vous montrer sont comparables avec des résultats de l'enquête américaine. Deuxième enjeu, analyser l'appropriation par les professionnels des leviers de l'amélioration de l'expérience patient. Et enfin, on espère, avec nos partenaires, être en mesure de contribuer à bâtir des recommandations concrètes pour développer cette expérience patient, parce qu'au fond, on est convaincu d'une chose, c'est que le système ne se transformera qu'avec la contribution des professionnels. Il faut les convaincre, leur permettre d'adhérer, et c'est évidemment un des enjeux importants. Alors je vais appeler Odile Peixoto, qui a été ma camarade de route pour l'élaboration de ce baromètre, et lui donner la possibilité de vous présenter les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus. Bonjour à tous, je suis très contente, vraiment très heureuse de présenter cette première édition du baromètre de l'IFEP. Un petit rappel méthodologique très rapide, il s'agit bien, quand on parle expérience patient, on attend peut-être à ce qu'on ait interrogé des patients, ça viendra sans doute en son temps, mais pour l'instant, cette première édition, on a interrogé effectivement, ce sont les professionnels de santé qui ont été sollicités. Il y en a 886 qui ont répondu. Alors, il ne s'agit pas d'une enquête nationale représentative selon la méthode des quotas, etc. Pourquoi ?
on a pris le parallèle de ce qui a été fait par le Beryl Institute, qui finalement a envoyé une proposition de questionnaire, qui a envoyé le lien qui permettait de répondre à l'enquête à tout son réseau. Et c'est un petit peu ce qu'a fait l'IFEP, c'est-à-dire qu'il y a eu, à partir de l'IFEP, un envoi de propositions de réponse à ce questionnaire, un lien qui permettait de répondre à l'enquête. Et donc, c'est une mesure à l'instant T de tous les professionnels de santé, parce que je pense que le lien a été largement diffusé, qui se sont sentis concernés par le sujet, qui avaient envie de donner leur opinion. Voilà, et c'est en ce sens que c'est comparable au Beryl, parce que c'est un petit peu la même démarche. Alors, il y a quelques petits... On va voir le profil des répondants tout de suite. Vous verrez qu'on n'est pas tout à fait sur du représentatif, mais on est quand même sur un panel très large, et finalement, toutes les voix au sein du système de santé ont été représentées. Alors, venons-en tout de suite au profil des répondants. Comme vous le voyez, on a effectivement 41% de gestionnaires, de membres de l'administration qui ont répondu, et les soignants représentent 56% de notre échantillon, avec 37% pour le paramédical et 19% pour les médecins. Les 3%, effectivement, il y a eu aussi des non-professionnels de santé, mais des gens concernés par l'expérience patient, des cabinets d'études, des consultants qui travaillent sur ce sujet, qui ont pu aussi répondre à ce questionnaire. Donc, vous voyez, 19% sont membres de la gouvernance. L'encadrement, 37% des répondants, et puis aucune de ces fonctions d'encadrement, 44%. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit que notre enquête a un tropisme quand même établissement de santé. Les acteurs du médico-social y étaient conviés aussi à répondre, mais pour l'instant, ils sont un petit peu minoritaires, ils sont montés à bord à hauteur de 10%. Donc peut-être pour les éditions suivantes, on les aura plus largement présentées. Et on voit qu'effectivement, les cliniques privées, alors vous verrez, ça va être intéressant parce qu'ils ne représentent que 6% des répondants, donc c'est assez faible. Mais par contre, vous verrez que les 6% en question sont très motivés, très impliqués dans cette expérience patient. Donc c'est essentiellement les établissements de santé publique qui ont répondu à l'enquête et les ESPIC. En termes de taille, là aussi, vous voyez, il n'y a pas que des grosses structures, il n'y a pas que des petites. On a une représentativité, enfin, on n'a pas une représentativité puisque c'est pas collé aux statistiques de l'adresse, mais néanmoins, on a toutes les tranches représentées qui couvrent quand même l'ensemble des types d'établissements français. On leur demandait également, pour savoir à quel point nos répondants étaient proches des patients, parce que c'est bien beau de répondre à une question sur l'expérience patient, si on les fréquente peu, on a un avis peut-être un petit peu différent. Et effectivement, on a la moitié de notre échantillon, puisqu'on a des membres de l'administration, des membres de la direction, comme vous l'avez vu, qui ne sont très peu au contact des patients, et on a quand même une bonne part, vous voyez, plus d'un tiers qui passe plus de la moitié de son temps avec les patients. Alors, première question, expérience patient, qu'est-ce que ça signifiait pour eux ? On leur demandait en fait, avant de participer à cette enquête, aviez-vous entendu parler de ce terme, de ce concept, l'expérience patient ? Et là, on s'aperçoit que 45% des répondants ont découvert le terme grâce à l'enquête. Donc on voit qu'en France, on est quand même un petit peu au début d'une aventure, comme le rappelait Ama. Et on voit, vous voyez, que nos 6% des membres des cliniques privées sont 67% à ne pas. Donc on voit, vous voyez, qu'il y a quand même, ils connaissent un petit peu mieux. C'est-à-dire, ils étaient moins nombreux, mais ceux qui ont répondu connaissent un petit peu mieux. Il y a 28% qui est très familier au terme, avec ce terme. Depuis quand ils connaissent ce terme ? Eh ben, on s'aperçoit, vous voyez, que c'est depuis 3 ans que ce terme a vraiment fait son apparition. C'est la date de création de l'IFEP, de manière largement majoritaire. Alors ça, c'est le premier benchmark avec l'étude Beryl. Vous avez sur la partie droite de l'écran les résultats du Beryl Institute. C'est ce qu'a montré Ama tout à l'heure. On leur demandait en fait où est-ce qu'on en est en France, hein, c'était le but, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'on est très en retard ? Est-ce qu'on a quand même commencé à faire des choses ? Alors, effectivement, on voit qu'on est un petit peu en retard, puisque... Alors,
Rien n'a été fait à ce jour. Il y a 21% des répondants en France qui l'ont dit. 41%, cela commence à peine. Donc, on voit que c'est émergent dans les établissements en majorité et qu'il y a quand même, vous voyez, 31, presque 4 répondants sur 10 qui ont dit que quand même, il y avait des choses qui étaient lancées, il y avait des programmes, ça se met en place, ça progresse, c'est bien installé. Donc on voit un retard par rapport à ce qui peut se passer outre-Manche, puisque l'enquête du Beryl Institute, c'est une enquête internationale, mais la majorité des répondants, la majorité des réponses sont des soignants ou des professionnels de santé sur le territoire américain. Alors, qu'est-ce que c'est à quoi correspond ce concept d'expérience patient? Et là, c'est pareil, vous avez sur la partie droite en bleu les chiffres du Beryl. Alors, on a un petit peu pris une liberté par rapport à l'enquête du Beryl. On a essayé de rester le plus fidèle aux questions posées par le Beryl, mais néanmoins, on a voulu quand même rajouter un item qui était la relation au patient. Ça nous semblait important quand même, qu'il y ait ce mot de relation dans le concept. Donc on voit, vous voyez, que les 4 premiers thèmes sont largement partagés et correspondent tout à fait au concept de l'expérience patient. On met derrière l'expérience patient, il y a un contenu qui est largement partagé. Vous voyez, 97%, c'est presque stalinien comme chiffre. Donc effectivement, la relation aux patients, aux personnes accompagnées, ça fait partie du concept de l'expérience patient. La qualité des soins également, la sécurité, l'implication des patients et des familles également. En termes d'impact, on voit aussi de manière très forte, vous voyez, 93% versus 96% outre-Atlantique, que cela a un impact sur l'engagement des personnels. Voilà, l'expérience patient mobilise très fortement, on le voit comme un levier fort pour l'engagement des personnels. Par contre, là où il y a un écart significatif, c'est que outre-Atlantique, on voit l'expérience patient comme un levier possible de la maîtrise médico-économique, de la maîtrise économique des établissements. Ça peut être un levier d'optimisation des coûts. Et en France, pour l'instant, on va dire qu'on est il y a un clivage de l'opinion. On a plutôt 48% des soignants qui disent oui, ça peut être un levier intéressant pour la maîtrise des coûts, et d'autres, au contraire, qui voient plutôt ça comme un obstacle. Alors, en termes d'organisation, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, effectivement, au sein des établissements? Alors, on se doute, effectivement, que pour l'instant, c'est pas encore très, très organisé. C'est ce que montre ce graphique. Vous voyez, on leur demandait s'il existait une personne ou un poste spécifique. Effectivement, il n'y a que 22% des répondants qui nous disent oui, il y a un poste spécifique, il y a une personne dédiée. 42% qui dit non, et puis 36% qui ne sait pas. Donc on est sur une organisation un peu flottante encore, et c'est assez partagé, quel que soit le type d'établissement. En termes de nombre de personnes, ça corrobore un petit peu le résultat précédent où on vous montrait que outre-Atlantique, il y a une expérience patient, des programmes un peu plus déployés, un peu plus en place. Là, on voit, vous voyez, que pour 50%, il y a une personne, voire deux. Vous voyez, zéro, pour l'instant, il n'y a personne. Dans 25% des répondants nous disent qu'il n'y a aucune personne. 1 à 2, 25%. Et on voit, vous voyez, que quand même, l'enquête Beryl dit qu'il y a 35% des répondants qui parlent de 5 personnes et plus. Donc on est aussi, il faut se méfier dans cette comparaison avec le Beryl, on est aussi sur une structure d'établissement extrêmement différente. L'organisation des soins n'est pas la même, il y a beaucoup de différences. Mais c'est quand même intéressant de noter qu'il y a moins de forces vives pour l'instant sur ces projets-là dans nos établissements. Donc les raisons d'agir, pourquoi, qu'est-ce qui mobilise voilà, on leur demandait en fait parmi les 3 facteurs, quels sont les 3 premiers facteurs qui poussent votre établissement à agir pour améliorer l'expérience patient. Et ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que ce sont des motivations essentiellement intrinsèques aux personnes. C'est-à-dire c'est pas l'organisation, c'est pas le dispositif, c'est finalement ce que chacun, en tant que soignant, a, on va dire, viscéralement au cœur, la volonté d'améliorer la santé, la nécessité la volonté de bien faire. Vous voyez, 38%, ce sont des motivations intrinsèques très fortes.
On voit, vous voyez, on a rajouté la nécessité de mieux coopérer. On sait que le problème de la coordination des soins en France est un vrai talon d'Achille, on va dire. Donc là, on voit bien que cette expérience patient peut être effectivement poussée par la nécessité de mieux coopérer. Et par contre, vous voyez, le mécanisme d'évaluation externe est peu cité versus 58% aux États-Unis, où on voit que cette expérience patient, comme le disait Ama, c'est devenu un vecteur d'évaluation globale du système. En termes de perception, pour l'instant, chez nous, on n'en est pas là-dessus. Pour l'instant, c'est plutôt effectivement un levier pour accompagner les gens à mieux faire leur travail. Quels sont les freins ? Alors les freins, c'est effectivement, il y a une situation, la situation des personnels, vous voyez, le fait que les personnels soient sous pression, donc on leur demande beaucoup, donc l'expérience patient apparaît comme quelque chose supplémentaire, donc ça peut être effectivement un frein. Un budget et des ressources insuffisantes. Dans certains établissements, on le sait aujourd'hui, les soignants sont quand même rudement mis à contribution, donc rajouter des choses leur paraît un petit peu difficile. Et effectivement, pour 30%, l'établissement a mis sur le devant de la scène, la gouvernance a positionné d'autres sujets qui sont bien prioritaires. Donc ça, c'est les trois principaux freins. En termes de levier, on voit que c'est la copie inversée des freins, hein. La culture d'établissement positive, c'est-à-dire, vous voyez, le principal frein, c'était la situation des conditions de travail des soignants. Ben, en premier levier, un établissement où il fait bon travailler, c'est ça qui va inciter les soignants, les professionnels à s'impliquer effectivement. La prise en compte de la voix des patients, donc on sait que la ministre, dans le dernier plan santé, a mis cet élément a été mis en avant, de mieux écouter la voix des patients. Il y a des choses qui se mettent en place un petit peu partout. Et là, les soignants en ont bien... Enfin, les professionnels de santé, excusez-moi, parce qu'il n'y a pas que des soignants, ont bien placé cette prise en compte. Il va falloir... mettre en place des dispositifs d'écoute, mieux écouter les éléments dont on dispose déjà, les enquêtes de qualité, etc. Il y a des choses à mettre un petit peu plus en lumière, sans doute. La formation, 36%, donc il y a vraiment une sensibilisation, une formation des personnels qui serait un levier très intéressant. Donc ça, c'est les trois, et on voit cette cohérence entre les freins et les leviers. Comment se mettre en mouvement et quelles sont les priorités d'investissement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire effectivement pour que cette expérience patient prenne corps, prenne de l'épaisseur, se densifie, se développe? Cohérent avec ce qu'on vient de voir, la formation et le développement des personnels pour plusieurs raisons. Parce qu'effectivement, c'est une notion nouvelle, donc il faut les accompagner. Mais on a vu aussi que c'était un formidable levier de motivation. C'est un levier managérial aussi, cette expérience patient. Ça n'est pas simplement pour améliorer. Bien sûr, l'objectif, c'est améliorer tout le ressenti patient, le vécu patient, mais aussi c'est donner du sens quelque part à cette mission de soignant. Et donc, la formation et le développement peut tout à fait être un vecteur d'accélération des choses, puisque c'est déjà un peu enfermant. On voit bien que les professionnels ont envie d'y aller, c'est transparent dans cette étude. L'amélioration des conditions de travail, on a vu, c'était l'épine dans le pied, le premier frein, la situation des personnels. Donc ça, c'est effectivement un levier, une priorité d'investissement. Et puis, cette voix des patients à mettre en majesté, quelque part, qui existe. Les établissements font beaucoup de choses, mais peut-être la prendre en compte un petit peu plus, de manière un petit peu plus large dans les décisions, dans les priorités d'action. Et est-ce que les professionnels ont envie d'y aller? Eh bien, bien évidemment, oui. Voyez, on a même 48% qui dit oui, tout à fait. Donc, c'est cohérent avec ce levier managérial dont je venais de parler. On voit bien que il y a une énorme envie d'y aller, que ça remet du sens dans les actions. Et donc, maintenant, parole à la salle, réaction après ce dernier slide.
Merci Odile de cette présentation. Alors ce qu'elle ne dit pas, c'est que avec tous les résultats qu'on vous a présentés, on a eu aussi beaucoup de mal pour faire le tri, parce qu'il y a bien plus au fond de cette étude que ce qu'on a pu vous montrer en quelques minutes ce matin. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut saluer le travail que BVA a accompli avec son équipe. Donc merci Odile. Je donne maintenant la parole sans plus tarder à Pascal Flamand d'Unicancer et à Nicolas Noiriel de la FNEAD, que j'appelle à la tribune, s'il vous plaît. Alors, vous avez entendu, comme nous, ces résultats du baromètre de l'expérience patient. Ma première question, c'est est-ce qu'il y a des choses dans ces résultats qui vous ont surpris? Alors oui. Oui, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. J'avoue que quand j'ai vu les résultats du baromètre, je me suis d'abord posé la question, vous l'avez évoqué madame, pourquoi est-ce qu'on n'a pas interrogé d'abord les patients? Voilà, donc ok, c'était les professionnels de santé. Et dans le fond, en voyant les diapositives, je me suis dit que vous aviez bien fait de démarrer par les professionnels de santé, mais après, il faut passer quand même aux patients. Alors, le premier élément, évidemment, c'est il y a du boulot. 45%, c'est vrai que c'est un peu perturbant. Après, on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. Dans le fond, je me disais, ok, mais c'est un peu comme M. Jourdain qui fait de la pause sans le savoir. Le patient traceur, eh bien voilà, et je pense qu'Anne-Marie Monteras en parlera tout à l'heure, inclut l'expérience patient. On parle de plus en plus des PROMS, des PREMS, des retours patients. Ça devient très, très, quand même, on va le dire, à la mode. Ma santé 2022, la ministre a insisté pour que cet aspect-là soit mis en valeur. Et dans le fond, l'expérience patient inclut de très, très, très nombreuses démarches, méthodes et actions que nos établissements mettent en œuvre depuis des années. Après, c'est pas pour ça qu'il faut qu'on se dise que tout va bien quand même. Le simple fait que le concept lui-même soit peu connu, ne soit pas, quand il est connu, bien maîtrisé dans ce qu'il implique, etc., montre qu'effectivement, cette volonté de mettre le patient au cœur et de faire en sorte que le ressenti patient, son expérience soit véritablement un vecteur d'action, d'amélioration, il y a vraiment encore des choses à faire. Voilà, et puis bon, la quasi-unanimité des professionnels qui plébiscitent cette démarche, ça laisse un champ d'action majeur pour les temps qui viennent. Nicolas Noiriel pour la FNEAD. Oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Pascal. Et en complément, je dirais qu'il y a trois observations, un satisfecit, deux ambitions. Le premier, c'est effectivement qu'on voit qu'il y a une forte adhésion de tous les professionnels, 96%. Alors, c'est peut-être pas une surprise, mais dans ces proportions, quand même, on voit que c'est effectivement un plébiscite et on aurait pu avoir des proportions beaucoup plus fortes pour nous rappeler que ça va être en réalité compliqué, que ça va être contraignant, que c'est peut-être irréaliste. Là, on a 96% des professionnels qui se disent prêts à s'engager pour cela. Et ça, c'est une très bonne chose parce que du coup, je pense que ça peut être un moteur de changement qui donne du sens à notre collectivité à un moment où peut-être d'autres moteurs de changement s'essoufflent ou sont plus contestés. Deux ambitions. La première, c'est peut-être quand même qu'effectivement, on voit que cette notion, même si elle commence à prendre place dans le paysage et à se définir, elle est encore jeune, en tout cas dans l'esprit des gens, et il ne faudrait pas qu'elle soit galvaudée. C'est-à-dire en fait que ça devienne une notion un peu paravent, qu'on pourrait brandir comme alibi pour dire à chaque fois c'est bon, je fais ce qu'il y a à faire, l'expérience patient, alors qu'on sait que c'est certainement insuffisant, qu'on peut aller beaucoup plus loin.
Et je pense que c'est tout l'intérêt effectivement de l'Institut ou du travail qui est actuellement mené par les institutions publiques que de donner corps à cette notion. Et puis le dernier point, une autre ambition et peut-être je dirais, une limite par rapport aux résultats qui ont été présentés, c'est que l'expérience patient soit véritablement entendue en fait au-delà des murs de nos structures, qu'elles ne s'entendent pas que dans un parcours, je dirais, intra-structure, intra-hospitalier, parce que je pense que c'est la force de l'expérience patient que d'être pensé comme un continuum, en fait, sur l'ensemble d'un parcours, et de conduire tous les professionnels, indépendamment de la structure pour laquelle ils travaillent, je dirais, à s'aligner pour travailler en faveur, justement, du patient. Et donc, je trouverais effectivement intéressant, peut-être dans une deuxième édition, ou là, c'est que cet aspect-là soit encore davantage pris en compte, même si on le voit poindre dans certaines réponses. On voit bien que l'expérience patient, pour certains professionnels, c'est l'occasion justement d'améliorer la coordination entre professionnels, etc. Cette coordination doit bien s'entendre au-delà des murs de chacune de nos structures. Très bien. Vous représentez tous les deux des fédérations qu'on pourrait qualifier de thématiques, puisque pour ce qui concerne Pascal Flamand, vous représentez les établissements, les centres de lutte contre le cancer, et pour vous, Nicolas Noiriel, les établissements d'hospitalisation à domicile. Est-ce qu'il y a, selon vous, une acception de l'expérience patient qui est spécifique à ces types d'établissements, et comment vous qualifieriez le degré de maturité de vos établissements par rapport à cette thématique? Alors, pour ce qui concerne les centres de lutte contre le cancer, évidemment, à partir du moment où on est dédié 100% à la cancérologie, avec tout ce que véhicule cette pathologie, c'est la maladie qui fait le plus peur aux Français, hein, toutes les enquêtes les unes après les autres le démontrent. La chronicisation de la maladie avec de multiples allers-retours entre la ville et l'hôpital, des soins au long cours avec toute l'incertitude qu'on connaît tous. Oblige, depuis, j'allais dire, qu'on prend en charge ces patients, oblige à peut-être mettre un peu plus l'accent sur cet aspect de l'expérience patient. Pas que tout est parfait, mais c'est vrai qu'on a une sensibilité particulière. On a monté depuis maintenant 5-6 ans, 7 ans, un observatoire des attentes des patients, on fait des enquêtes régulièrement. Nos établissements sont dans des démarches de type international. Vous évoquez, Ama, cet aspect international. Certains d'entre eux sont entrés dans le process ICHOM. Il y en a d'autres qui sont, je sais pas, voilà, à l'OSCI et autres. Bon, mais oui, on a une sensibilité particulière. Mais vraiment, je voudrais rejoindre ce que disait Nicolas là, à l'instant sur le fait qu'il ne faut surtout pas se limiter à l'intra-hospitalier. En tout cas, en matière de cancérologie, ça n'a aucun sens. Et l'expérience patient, tant mieux si l'expérience patient est plutôt bonne dans nos établissements. Mais franchement, si de retour à l'hôpital, ils se sentent totalement démunis, perdus, à ne pas savoir à qui s'adresser en cas d'effet secondaire, ou si des proches ne savent pas comment gérer des situations compliquées, on aura échoué. Moi, je pense que les professionnels de l'hospitalisation à domicile se retrouveraient assez largement dans ces résultats. En tout cas, je pense que beaucoup font de l'expérience patient sans le savoir, même si beaucoup pourraient faire davantage, par la nature même de notre activité, en fait, qui fait que le patient, il est au domicile, il est pris en charge par son médecin traitant, en lien avec les équipes d'HAD, forcément en lien avec les équipes hospitalières. Et au domicile, vous êtes obligé de tenir compte de beaucoup de dimensions qui dépassent largement le soin, l'intimité du domicile, du lieu de vie, etc. Et ça, c'est des dimensions qui sont prises en compte, qui doivent l'être encore davantage, parce que quand vous commencez à médicaliser un domicile pour tenir compte des exigences de sécurité et de qualité des soins, il faut aussi tenir compte du fait que ce lieu de vie, que ce lieu, c'est aussi le lieu de vie du patient. Alors, vous avez tous les deux insisté effectivement sur l'enjeu extra-hospitalier, avoir une réflexion qui soit sur l'ensemble du parcours des personnes.
Mais bon, au fond, si on veut agir sur ce qui se passe, on agit chacun à notre niveau. Vous, dans votre rôle de représentant, dans votre rôle d'animation au sein des fédérations, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, je vais vous confier un petit secret. On est depuis 6-8 mois en train de travailler sur des nouveaux axes stratégiques d'Unicancer. Alors, on attendait la sortie de Ma Santé 2022 pour être bien en ligne. On a un scoop aujourd'hui. Et non, je ne vais pas vous dévoiler le plan stratégique Unicancer parce qu'il n'est pas totalement finalisé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre démarche, l'émergence de cette thématique, oui, la démarche que vous avez lancée nous a vraiment conduit à mettre sur le haut de la pile l'expérience patient comme étant une des priorités des années à venir. Voilà, donc merci pour cette démarche qui nous permet aussi de nous conforter dans des actions, on a un rôle, à la fois on n'est pas prescripteur auprès de nos établissements, mais on est quand même là pour essayer d'insuffler des nouvelles démarches, montrer un peu le chemin et et vous y contribuer. Pas mieux. Je pense qu'on est là effectivement pour jouer ce rôle d'accompagnement auprès de nos adhérents. On est prêt à s'investir effectivement sur le sujet, pour les aider à se professionnaliser sur le sujet. On les forme, on les informe, et puis on sera aussi, je pense, un lieu de réflexion avec vous pour que cette notion avance collectivement. Très bien. Je vous remercie tous les deux de votre participation. Je crois qu'on peut les applaudir. Et j'appelle maintenant à mes côtés Chantal de Singly, Katia Barrault et Michel Ballereau pour compléter ce tour de table des fédérations. Donc Chantal de Singly en son titre d'administratrice de la FEAP. Katia Barrault pour la FHF et enfin Michel Ballereau pour la Fédération de l'hospitalisation privée. Prenez un micro chacun. Merci de me rejoindre. Même question que pour vos prédécesseurs. Pour commencer, est-ce que dans les résultats qui vous ont été présentés, certaines choses vous ont surprise? Katia? Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser en fait au nom de Zaina Brier, qui est donc déléguée générale de la Fédération hospitalière de France, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui et qui le regrette et s'en excuse auprès de vous. Donc, je ferai de mon mieux pour la représenter au cours de cette table ronde. Alors, tout d'abord, merci beaucoup Ama pour avoir vraiment mis en place ce baromètre de l'expérience patient et aussi pour organiser comme aujourd'hui des événements qui sont vraiment centrés sur l'expérience patient. Alors, pour répondre à ta question, moi, il y a deux aspects en fait dans cette enquête qui m'ont marquée. Le premier, c'est déjà, elle répond à la question du pourquoi faire de l'expérience patient. Et je trouve que c'est essentiel puisqu'elle met vraiment en avant le fait qu'il faille redonner en fait toute sa place au patient, à son vécu. Et c'est quelque part le sens aussi profond de nos actions en tant que professionnels de santé. Dans l'enquête, on voit les tensions en fait, qui sont croissantes à l'hôpital apparaissent, les tensions qu'elles soient organisationnelles, budgétaires, on les ressent. Et ça peut parfois inciter les établissements à se recentrer sur l'acte de soin purement, au détriment en fait, de l'attention portée aux malades. Et le fait que justement, dans ce baromètre, on retrouve l'essence même, en fait, le cœur du métier de l'hôpital public, qui est vraiment au-delà de soigner, de prendre soin. Je trouve que c'est vraiment essentiel et c'est un point que je voulais vraiment appuyer en fait sur ce baromètre, c'est retrouver vraiment tout ce sens qui va nous obliger tant sur un plan éthique que pratique. Le deuxième aspect que je trouvais intéressant dans ce baromètre, c'est qu'il nous livre aussi la réponse au comment en fait faire de l'expérience patient. Puisqu'il met en avant 3 leviers qui sont importants et essentiels. On y reviendra peut-être après. C'est déjà en fait d'avoir une implication dès le management, en fait une implication
de la direction et à tous les niveaux autour de cette notion d'expérience patient. En premier, la formation, l'acculturation des professionnels qui apparaît comme un axe majeur, parce qu'au-delà, j'allais dire, de la strate stratégique, en fait, il faut qu'on soit convaincu au niveau du terrain. Et le troisième aspect, mais qui semble essentiel, c'est l'écoute du patient, et une écoute vraiment attentive en fait, du patient. Et le fait de réinvestir cette démarche-là me semble essentiel au niveau de et a été bien mis en exergue en fait dans ce baromètre. Merci. Chantal de Saint-Gly, pour la FEAP. Alors pour la FEAP, sachant que j'y suis depuis peu, donc j'aurai peut-être pas tous les points de vue de la FEAP, mais je pense que dans la salle, certains d'entre vous auront à cœur d'ajouter, je crois que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Peut-être que ce que je voudrais dire, et effectivement, c'est un baromètre de professionnels, donc je crois qu'il va falloir vraiment aller voir du côté des patients et de la manière dont ces personnes s'expriment, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre d'une démarche comme celle-ci. Ce que je trouve intéressant dans le questionnement, d'abord, c'est l'idée de se dire on va aller creuser le sujet, parce que finalement, on voit bien qu'avec l'expérience patient, on peut dire beaucoup de choses. Et moi, j'étais intéressée par le fait que vous ayez pris tu aies pris, Ama, ou je ne sais pas comment ça s'est fait avec BVA, l'initiative de rajouter une question sur la relation. Ce n'est pas pour rien. Et j'ai envie de dire, au-delà du point de vue de ce que fait le Beryl Institute, ce qui serait intéressant, ce qui me semble intéressant et qui est à construire, c'est qu'est-ce que nous voulons mettre, nous tous, aujourd'hui, sous le mot expérience patient. Parce qu'au fond, il y a cette version Beryl Institute qui consiste à dire l'expérience patient, c'est finalement, ça revient à dire chaque patient vit quelque chose qui est beaucoup plus que simplement la réception de quelques soins ou d'un traitement particulier. Il vit une expérience, et cette expérience-là, ce vécu, nous devons pouvoir l'écouter pour pouvoir améliorer la qualité de notre prise en charge. Et je pense qu'en effet, c'est le point de vue qui est développé. On est vraiment dans une logique amélioration de la qualité, qui est très important, très intéressant, qui consiste à voir beaucoup plus large que des bouts d'épisodes de soins, mais qui consiste à voir l'ensemble de la prise en charge, y compris bien sûr dans une logique de parcours, on est bien d'accord. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Mais quand on entend expérience patient, aujourd'hui, en tout cas en France, on entend aussi patient expert, patient formateur, et on entend peut-être autre chose. En tout cas, la question, c'est de savoir si on dit la même chose. Et dans l'expérience patient ou dans le patient expert ou formateur, on va dire aussi c'est une personne qui, parce qu'elle a un vécu, en général de longue durée de sa maladie, a acquis des connaissances, des compétences qui la mettent en situation de pouvoir faire bouger beaucoup de choses, non seulement la structure où elle est prise en charge, mais aussi vraisemblablement le système de santé. Et par exemple, et je voudrais le citer à cette occasion, il vient d'être prise une déclaration qui s'appelle « Associons nos savoirs », qui vise à dire quoi ? Qui vise à dire les patients aujourd'hui, les personnes accompagnées, les personnes prises en charge, doivent pouvoir intervenir de manière quasiment systématique dans la formation initiale et continue des professionnels de santé, parce qu'ils ont une compétence particulière dont ces professionnels ont besoin pour construire leur propre identité de travail. Donc, on voit bien qu'avec Associons nos savoirs, qui a été construit avec un certain nombre d'acteurs qui sont là aujourd'hui, l'HAS, à l'époque, ce n'était pas encore France Asso Santé, mais les associations de patients étaient très concernées. On voit bien que cette déclaration, signée par la ministre Agnès Buzyn en novembre, elle dit beaucoup de choses. Cette déclaration fait-elle partie de ce que nous voulons appeler expérience patient ? C'est au fond une question que je te renvoie, Ama, que je nous renvoie en nous disant peut-être que nous avons à réfléchir sur une construction de notre vision à nous d'expérience patient. Mais je n'ai pas la réponse, hein, j'ai la question en fait d'abord. Donc voilà, donc ce que je voulais dire simplement, merci beaucoup parce que ça pose de manière en effet très intéressante la question et ça va nous obliger à creuser, savoir ce que nous voulons faire autour de ça. Voilà. Merci beaucoup Chantal. Je crois qu'on a d'ailleurs dans la salle quelques patients experts, tu faisais référence, donc on pourra peut-être leur donner la parole et contribuer à apporter des éclaircissements sur ce qui entre dans le champ de l'expérience patient et évidemment, de ce point de vue-là, la parole de chacun a de la valeur. Michel Ballereau, votre réaction à ces résultats ? Merci. Je ne vais pas dire exactement tout ce qui a été dit à la table ronde précédente et puis maintenant parce que c'est un accord.
la question, c'est axe stratégique dédié ou levier transversal intégré. Très clairement, c'est un travail intégré. Le patient, le malade, son entourage, ce sont du travail intégré de tous les jours. Comment aborder le management de l'expérience patient? En très résumé, nous avons encore de la marge de progrès. Pascal Flamand a dit tout à l'heure qu'ils étaient en train de travailler dans leur axe stratégique. C'est aussi ce que nous faisons. Et je crois qu'on fait à peu près tous la même chose parce que s'occuper du patient, dit que c'est intégré, mais c'est en fait ce qui nous fait vivre les uns et les autres dans l'idée que c'est ce qui fait que chaque jour, quand on arrive à son métier, finalement, le retour que l'on attend, c'est soigner, mais c'est le retour de la personne. Alors après, quand je dis intégré, l'expérience patient, tout à l'heure on a parlé de Monsieur Jourdain, c'est quelque chose qui est essentiel et on sait très bien qu'il y a des services dans lesquels l'écoute du patient se perçoit dès qu'on franchit la porte. Il y en a d'autres dans lesquels c'est moins flagrant. Il y a des médecins dont on dit tout de suite ils sont humains ou des soignants, d'autres pour lesquels c'est moins spontanément la première chose qu'on découvre. Et c'est là que le premier point, qui est un point important, qui dépasse d'ailleurs nos métiers, c'est d'avoir l'écoute de ce que les gens ressentent, de ce que l'entourage ressent et de l'intégrer dans son métier. Tout médecin dit le malade a toujours raison. Ça va beaucoup plus loin, c'est jusqu'à la symptomatologie clinique, mais c'est quelque chose que nous devons avoir toujours en tête. L'intérêt d'un séminaire comme celui-ci, c'est effectivement de permettre de l'organiser. Le deuxième point, c'est que c'est tous ensemble. Tout à l'heure, on a parlé du parcours de patient. L'expérience patient, c'est aussi quand il arrive chez son médecin traitant en sortant d'un établissement de santé, de se rendre compte que le médecin traitant a déjà l'essentiel de l'hospitalisation, et pareil dans l'autre sens. C'est une forme de respect. C'est des choses toutes simples, et puis il y en a plein d'autres qu'on pourrait décrire. Bien sûr, il y a des éléments qui sont développés. Nous sommes ici au ministère, ce qui prouve l'intérêt que porte notre administration au sujet. La Haute Autorité de Santé, je pense que tu en parleras tout à l'heure, s'intéresse énormément au retour. Et tout médecin sait également qu'un patient qui sait qu'on fait attention à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent, certes, il se sent mieux, mais c'est aussi un facteur de réussite des soins, y compris sur les maladies les plus organiques. Savoir qu'une attention est portée, pouvoir avoir confiance dans les autres et avoir de l'avenir, c'est quelque chose qui est un des acteurs du traitement. Moi, j'ai dit tout ça. La FEAP nous a tendu la main sur Associons nos savoirs. Réfléchir, mais je pense que ça va être une réponse très positive. C'est en direct. Avec la prudence qui sied, mais oui. Et on voit que dans un monde qui est quand même relativement tourmenté en ce moment, nous sommes un des facteurs qui peut permettre de dire à tous nos concitoyens, vous pouvez avoir confiance en nous, vous pouvez avoir confiance en nous pour travailler ensemble, pour vous soigner et pour faire attention à vous. Merci. Alors l'expérience patient, on le disait tout à l'heure, c'est d'abord l'expérience des personnes, les situations qu'ils vivent, mais peut-être comme je le disais tout à l'heure en introduction, c'est aussi un enjeu de réflexivité par rapport à l'action des professionnels de santé, et on parle là donc de management de l'expérience patient, en sous-entendant que cette expérience patient peut être un levier d'action, un levier de changement pour les professionnels. Donc, vous nous avez donné votre point de vue. Pour vous, l'expérience patient doit être intégrée, donc avec les autres dimensions du management d'un établissement, la logique peut-être de gestion financière d'un établissement, une logique de gestion des ressources humaines dans un établissement. Mais on voit quand même qu'un certain nombre d'établissements aujourd'hui décident d'en faire un axe stratégique à part entière, y dédier des moyens, d'y mettre peut-être des personnes. On voit même fleurir des
responsables de l'expérience patient dans les établissements. Donc je pense que la question peut se poser néanmoins, et je vous la pose d'ailleurs. Est-ce qu'on est plutôt sur un axe stratégique dédié ou sur une dimension qui doit être intégrée? Peut-être qu'il y a une réaction là-dessus? Alors, je te rejoins, Ama. Je pense que la réponse n'est pas, pour moi, aussi tranchée et va dépendre un peu de la maturité, en fait, que peuvent avoir les établissements de santé. Est-ce qu'un établissement va décider d'en faire un axe stratégique dédié ou un levier transversal intégré? Ça va un petit peu dépendre de où il en est dans sa démarche, à mon sens. Si c'est un établissement qui démarre, qui va être plutôt autour de la satisfaction du patient, la gestion des questionnaires de satisfaction, qui va avoir une démarche qualité très descendante, très portée par les ressources qualité en fait, de l'établissement et assez peu par le terrain. À mon sens, à ce moment-là, il est logique d'un point de vue stratégique d'en faire un axe dédié. Et donc un axe qui va être porté et qui va être porté aussi par le management, voire avoir une personne qui va être vraiment dédié en fait expérience patient, ou en tout cas qu'on va considérer comme ciblé expérience patient. Et donc là, je pense que sur un établissement qui va être moins mature, le fait d'en faire un axe stratégique dédié va permettre ensuite de développer bien entendu l'expérience patient et peut-être d'aller plus tard vers un levier transversal intégré. En revanche, voilà, un établissement qui va être beaucoup plus mature, il peut aller bien au-delà et utiliser l'expérience patient au-delà de la simple, c'est pas péjoratif quand je dis simple, de la simple qualité de prise en charge du patient, c'est de se dire d'en faire un axe qui va le démarquer en fait des autres établissements. À la fois peut-être pour aussi capter une patientèle, et on va savoir en fait que cet établissement a une réputation parce qu'il prend bien en charge le patient, son vécu, etc. Et puis aussi pour fidéliser son personnel, en fait, en faire un axe sur toutes les politiques, j'allais dire, stratégiques de l'établissement, dont la politique de ressources humaines. Et donc, du coup, être un élément, en fait, faire de l'expérience patient un élément marquant, un élément marqueur de cet établissement. Donc pour moi, la réponse, elle va vraiment dépendre du degré de maturité de l'établissement et donc de sa capacité de mettre en œuvre les fameux 3 leviers que j'évoquais précédemment. Donc elle n'est pas fermée et elle va être très dépendante de la stratégie des établissements. Merci. Chantal? Alors, moi, la réponse, ça va être il faut les deux. Donc, ça va peut-être pas aider, mais pourquoi? Parce que d'abord, effectivement, je suis d'accord avec Michel Ballot, il faut une vision transversale. Je pense que la question de l'expérience patient ou du patient, c'est vraiment de dire, on considère cette personne comme une personne qui non seulement va être l'objet d'une attention particulière, de soins particuliers, de réponses particulières, mais va aussi nous apporter quelque chose. Nous allons recevoir quelque chose de cette personne. Et ça, c'est une posture, donc c'est du transversal. C'est vraiment, c'est aussi ce que tu disais en parlant de la manière dont la prise en charge du patient, donc c'est nécessairement transversal. Il me semble que c'est un état d'esprit quelque part. Après, il faut sans doute, alors je ne sais pas si c'est un service expérience patient, je ne suis pas sûre, une direction, je ne crois pas, mais par contre, il faut de la technique, il faut de l'opérationnalité. Et quand on dit, par exemple, on va pouvoir recueillir le vécu d'un patient pour améliorer la qualité des soins, ce recueil, il ne se fait pas n'importe comment, donc il y a besoin d'opérationnalité. Donc ce qui veut dire quand même un peu de technique, un peu d'organisation, donc de l'organisation, et donc, quelque part, un axe particulier, un axe opérationnel, c'est-à-dire dire là-dessus, on va se donner les moyens d'être capable de recueillir et puis d'en faire quelque chose en termes d'axe d'amélioration. Quand on dit, avec la déclaration associons nos savoirs, une fois qu'on a dit c'est très bien, les patients, les personnes accompagnées vont intervenir dans la formation, et comment ça se passe, que font les doyens de médecine, comment ça se passe dans les IPSI, après c'est un plan d'action, donc une opérationnalité, donc un axe stratégique. Voilà. Mais moi je serais plutôt réservée sur l'idée d'avoir une direction, parce que direction de plus, je ne suis pas sûre que ça aide vraiment à faire bouger le système. Mais par contre, un axe stratégique, c'est sûr. D'accord, merci. Michel Ballot. Je vais juste changer quelques mots. Axe stratégique identifié, oui. Axe stratégique séparé, sa réponse que tu exprimes, non. C'est-à-dire que le nombre d'axes qu'on pourrait définir comme stratégiques pour prendre en charge dans un métier complexe qui est de soigner les gens devient particulièrement important à la fin. En revanche, c'est un axe qu'on ne peut jamais oublier.
Tout à l'heure, tu redis, c'est une culture, c'est un état d'esprit, ça s'enseigne également. Ça s'identifie au sens où on doit l'avoir en permanence en tête. Nous sommes en train de développer Dominique Le Gulludet qui a exprimé l'audit clinique par les pairs. La compétence d'une équipe, la compétence d'un service, la compétence intègre nécessairement le retour des patients. Et le retour des patients, c'est le retour de chaque patient. C'est le retour par les associations de patients. Donc pour répondre à la question, intégrer oui, séparer non. En tout cas, c'est un axe de travail qu'on ne peut pas laisser de côté. Très bien. Je disais tout à l'heure que Pascal Flamand, Nicolas Noiriel représentaient les fédérations thématiques. De ce point de vue-là, on pourrait dire que la FEAP, la FHF, la FHP, vous êtes plutôt les fédérations généralistes, puisque vous avez tout type de prise en charge dans vos établissements. Néanmoins, est-ce qu'il y a, de votre point de vue, des spécificités par rapport à la façon dont on prend en compte, dont on manage l'expérience patient dans vos établissements? J'y vais. Alors, rien ne justifie que l'état d'esprit soit différent d'un type d'établissement de santé à un autre ou de la ville à l'établissement de santé. Nous avons même l'ardente obligation de travailler ensemble sur ces sujets. Si nous ne le faisions pas, on pourrait tout à fait nous le reprocher. Ça, c'est le premier point. Après, y a-t-il une variation? Oui, c'est pas pareil selon les types de malades qui sont reçus. Tout à l'heure, Pascal parlait de la cancéro. Il y a d'autres maladies mortelles. Il y a des éléments tout à fait particuliers quand on doit exprimer à quelqu'un et puis après, avec son accord à son entourage, que la maladie est mortelle. C'est pas tout à fait la même chose que pour un trouble fonctionnel léger. Donc oui, il y a des variations. Oui, sur un aspect aussi humain que celui-ci, même d'un établissement à l'autre, à l'intérieur des fédérations, il y aura des variations. Ce qui est important, c'est qu'on ne l'oublie pas. On est toujours en ligne de mire. Je vais dire à peu près la même chose. Je pense qu'en effet, ça n'aurait pas de sens que les trois fédérations développent des visions complètement différentes ou concurrentielles. Enfin, je pense qu'on est vraiment sur des parcours qui vont aller d'une structure à une autre, et je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble sur cette démarche-là. Après, chacun utilise ses leviers, ses conventions collectives, ses statuts, tout ça pour faire bouger le système. Mais en termes d'objectifs, on peut espérer, en tout cas, que ça soit commun. Oui, je rejoins Michel et Chantal là-dessus. Nous, c'est en plus un axe important de travail à la Fédération hospitalière de France. J'évoquais tout à l'heure les fameux 3 leviers, en particulier la démarche d'écoute vis-à-vis des patients qu'on doit vraiment réinvestir. Et je voulais de nouveau appuyer sur ce point-là parce que on essaie en fait au sein de la Fédération hospitalière de France de monter un certain nombre de groupes qui ont vocation à réunir en fait professionnels, usagers, pour justement être en capacité de mieux associer le patient. Et donc, on mène en fait plusieurs travaux là-dessus. Le premier, c'est vraiment de réunir professionnels et usagers pour réfléchir sur comment associer le patient tout au long de son parcours et également au sein du projet stratégique de l'établissement, que ce soit dans les projets de services, dans les projets médicaux partagés des groupements hospitaliers de territoire. Donc ça, c'est un des travaux qu'on mène actuellement à la Fédération hospitalière de France. Le deuxième, en fait, et que je souhaitais mettre aussi en exergue, c'est que, et le baromètre le montre, on va parler qualité, on va parler expérience patient. Ce que vont recouvrir les mots n'est pas toujours évident. Certains vont utiliser du jargon technique, spécialiste, d'autres moins. Et là aussi, on va essayer de mener un travail spécifique là-dessus pour essayer de développer des outils ludiques pouvant être aussi tout simplement des jeux en fait, pour parler qualité, parler expérience patient en toute simplicité avec des professionnels, des usagers autour de la table. Et enfin, le dernier point sur lequel on travaille, alors c'est plutôt le fond en fait de recherche de la Fédération hospitalière de France qui va se lancer en fait dans qu'est-ce que c'est l'expérience patient optimale. Et ils vont lancer une recherche en fait sur ce sujet, c'est-à-dire déjà qu'est-ce que c'est et comment l'atteindre, comment on peut faire un établissement de santé pour atteindre une expérience patient optimale. Très bien.
Au fond, j'entends dans vos réponses collégiales qu'en termes d'objectifs, indépendamment de la fédération dont on provient, on partage une même vision de ce que peut être l'expérience patient. On sait par ailleurs que expérience patient et engagement des personnels, on le voit dans le baromètre, les résultats sont assez éloquents. La qualité de vie au travail fait partie de ce qui concourt à une amélioration de l'expérience des patients. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous avez observé dans vos établissements un lien qui se noue entre cet enjeu de qualité de vie au travail pour les personnels et d'expérience patient? Moi, je pourrais peut-être pas répondre pour les établissements de la FEAP, que honnêtement, je suis encore trop jeune dans la maison pour en parler de manière suffisante. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu ailleurs, en hôpital public ou dans des visions globales système de santé, il est clair que ça va complètement ensemble. Enfin, je veux dire, et ça doit aller ensemble. Enfin, ça n'aurait pas de sens de faire avancer cette affaire-là. Je disais tout à l'heure aussi, Michel, en expliquant que la qualité de la relation entre professionnels et patients, elle tient aussi à ça. Donc, enfin, moi, pour ma part, je n'imagine pas que les choses soient séparées. Ça me paraît aller de soi. Et enfin, franchement, je ne vois pas. Enfin, je sais pas. J'imagine que Anne-Marie en parlera tout à l'heure avec la Haute Autorité en Santé. C'est aussi, on voit bien que c'est des démarches où on considère que les choses vont ensemble. Il me semble. C'est forcément... oui, la réponse est oui, il y a un lien. Alors, avons-nous des études statistiques ou des études qui montrent? Non. A-t-on regardé d'un côté le nombre d'incidents, le retour, la satisfaction? Nous n'en avons pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Maintenant, ce qui est certain et d'observation permanente, c'est que la qualité du travail est d'autant meilleure que les gens sont à l'aise dans leur travail. Il y a plein de marqueurs pour le voir, mais c'est franchement difficile de bien s'occuper des autres quand soi-même, on n'est pas bien dans son travail. Ça, c'est une vérité qui est partout. Et l'expérience patient, enfin, ce qui est... Ça vaudrait d'ailleurs la peine de le regarder par l'expérience patient de Liège. Je ne sais pas si les études... Je regardais Anne-Marie de Saxé pour savoir s'il avait le résultat, mais de voir, d'essayer de corréler les retours de l'expérience patient et le retour d'autres critères. Mais la qualité de vie au travail, tout à l'heure, je parlais de la compétence d'un service. Oui, ça fait un service d'une équipe, ça fait partie des facteurs essentiels pour la compétence. L'intérêt, ce que tu fais d'une journée comme aujourd'hui, c'est effectivement de dire, regardez-le de façon plus systématisée, traitez-le de façon plus systématisée. Et c'est probablement ça qui est un point essentiel aujourd'hui. Katia. Alors oui, je rejoins ce qui a été dit. Je pense que, et c'est ce que j'évoquais au tout début, ce qui, à mon sens, aujourd'hui est important pour les professionnels, c'est vraiment de retrouver du sens du corps, en fait, à la raison première pour laquelle les professionnels de santé ont choisi ce métier-là. Et c'est en travaillant, en fait, sur l'expérience patient, c'est en travaillant sur son vécu, c'est en travaillant dans des projets de service sur comment aussi améliorer l'autonomie du patient. C'est avec tous ces éléments-là, en fait, qu'on va aussi contribuer de manière, comme une externalité positive, à la qualité de vie au travail de manière plus générale. Et puis c'est aussi en évaluant, en fait, parce qu'on n'en a pas forcément, on l'a pas forcément évoqué, aussi de manière peut-être indirecte, il faut aussi en fait pouvoir évaluer, mesurer en fait l'impact que ça peut avoir. Alors on parlait des patients traceurs, dont j'imagine d'être reparlé tout à l'heure, du recueil d'expériences patients qu'on pourrait mener au sein des établissements. Je pense que c'est essentiel parce que ça donne à voir en fait aux professionnels de santé l'impact de leur travail.
Et puis ça permet aussi de communiquer tout simplement plus facilement auprès du grand public. Parce que si on veut que le patient soit acteur de sa santé, il faut aussi qu'il soit en mesure de mieux la comprendre. Et ça passe aussi au travers de ces évaluations, de fait de rendre public un certain nombre aussi d'indicateurs, de recueil des établissements. Et donc de valoriser et de communiquer sur ces éléments-là de manière transparente et en dialogue en fait, entre les professionnels de santé et les patients. Bien. Merci beaucoup, Katia, parce que effectivement, ce qui est mis en lumière, c'est que tous les deux vous disiez que, au fond, pour bien prendre en charge les patients, des conditions de travail, un engagement des personnels va avoir des effets positifs sur le vécu des patients, et finalement la réciproque semble être aussi vraie, c'est ce que dit Katia, puisque des professionnels de santé qui vont réfléchir, qui vont prendre en compte, qui vont recueillir l'expérience des patients, vont se reconnecter d'une certaine manière avec ce qui fait sens pour eux, avec ce qui fait l'intérêt de leur engagement dans ces métiers. Et donc là, on installe une boucle vertueuse. Je propose qu'on prenne une ou deux questions de la salle, si peut-être vous en avez, avant qu'on puisse enchaîner avec une autre table ronde. Est-ce que certains veulent prendre la parole ? Vous avez des micros posés là en bordure de scène, juste à côté de vous. Voilà, ça c'est pour les questions. Alors, si vous voulez bien parler dans le micro pour que tout le monde vous entende. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sylvie Federbe, je suis patiente et en formation de patiente experte à la Sorbonne Université. Tout d'abord, merci pour ces interventions et ce premier baromètre qui m'a un peu surpris puisqu'il n'était question, les personnes interrogées n'étaient que les personnes soignantes et je ne le connais pas suffisamment pour réagir avec autre chose que mon ressenti, si vous m'y autorisez. Je suis très surprise d'apprendre par ce baromètre que les personnels soignants se préoccupent des patient. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement surprenant quand on est patient, de le découvrir là, de le redécouvrir. Je pense que c'est faux. Voilà, c'est un ressenti. Et par ailleurs, je suis extrêmement dubitative et je m'interroge sur ce qu'est l'expérience patient en termes de levier managérial. Ça m'a beaucoup fait penser à ce qu'était il y a quelque temps dans d'autres secteurs ou dans le secteur de la santé, le contrôle de gestion et la maîtrise des coûts qui était devenu un levier managérial. Et la sensation que j'ai aujourd'hui à vous écouter, c'est que l'expérience patient serait du même ordre, un levier managérial et pas autre chose. Ce que je trouve, moi, très inquiétant. Encore une fois, c'est un ressenti. Je n'ai pas suffisamment, je découvre ce baromètre, je ne l'ai pas eu en ma possession avant pour le travailler et y réfléchir. Voilà, c'est ce que je voulais et je crois qu'on est plusieurs à l'avoir ressenti. C'est du ressenti, hein, encore une fois. Merci beaucoup. Merci. On a une communauté de patients experts. On va prendre une deuxième ou une troisième question et puis on répondra aux trois simultanément avant d'enchaîner. Donc, je continue un petit peu dans ce qui a été dit précédemment. Donc, je me présente Nathalie Notaire. Moi, je suis professionnelle de santé, soignante, infirmière, cadre de santé. Et surtout, j'ai la chance d'intervenir dans plusieurs établissements parce que je fais de l'audit, je fais de l'évaluation, de la certification, de la formation. Donc, je vois pas mal d'établissements tout au long de l'année. Donc, j'avais envie de faire une ou deux remarques. La première, c'est que bien sûr, ce concept d'expérience patient, c'est un concept très intéressant. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si on peut le développer, si on peut créer quelque chose, ça serait formidable. Néanmoins, moi, je suis pragmatique et je voudrais faire un petit peu le lien avec ce qui existe déjà. Aujourd'hui, on est dans un système de démocratie sanitaire. Ça fait 17 ans que la loi de 2002 a été créée. Et donc, ma première question, c'est quel est le lien qu'on peut faire avec le respect des droits des patients ? Personnellement, je fais beaucoup de formations sur le respect des droits des patients. Je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de professionnels de santé qui ne connaissent pas la commission des usagers. Cette fameuse commission des usagers, on s'aperçoit aussi qu'il y a peu de professionnels qui y participent, et en particulier dans le secteur privé. C'est-à-dire que, à part les membres réglementaires,
les infirmiers, les aides-soignants n'y participent pas. Donc, quel est le levier d'action qu'on pourrait avoir avec cette commission des usagers? Il y a un titre qui est normalement réglementaire, qui est le responsable des relations avec les usagers. Ce responsable des relations avec les usagers, on le retrouve normalement dans le secteur public, mais dans le secteur PSPH et privé, on le retrouve moins. Quel est le lien avec ce rôle, qui est un rôle réglementaire, qui a été créé? Ensuite, la commission des usagers, elle pourrait être présidée par des représentants des usagers. Quels sont les établissements qui s'adossent sur ce dispositif? Quelle est même la place des représentants des usagers, étant donné qu'on sait qu'ils pourraient participer davantage à la vie de l'établissement? Et encore, ce lien aussi, c'est tout ce qui est questionnaire, recueil de la satisfaction. Le questionnaire ISATIS, il dit plein de choses. Encore une chose et un dernier point, c'est la communication avec le patient et l'information avec le patient. Dans le droit, respect des droits, un point fondamental, c'est faire de l'information au patient. Parce que recueillir son expérience, c'est une chose, mais l'informer, ça fait partie des choses. Or, où en est-on de l'information avec le patient quand on pense qu'il y a une lettre de liaison, par exemple, qui devrait être donnée à la sortie, madame. Simplement je termine, et que cette lettre de liaison, elle est faite pour informer et recueillir l'expérience du patient, et que dans combien d'établissements elle est en place. Voilà, donc ma question est la suivante. Comment on fait le lien? Ce concept, il est très intéressant, mais comment peut-on s'adosser sur ce qui est déjà réglementairement proposé et qui n'est pas toujours en place, et quel lien fait-on avec le respect des droits des patients? Merci beaucoup de vos questions. Je pense qu'on peut au moins répondre à une partie, et je crois que vous appelez aussi dans vos questions des éléments qui seront nourris par la deuxième table ronde, donc ça va nous permettre aussi d'enchaîner. Est-ce que Michel Ballereau qui voulait réagir ou... Allez-y. Je pense que c'est deux très très bonnes questions, vraiment. Pour vous, madame, qui êtes patiente, je pense que vous soulevez une question qu'on a un petit peu évoquée, mais sur laquelle il faut vraiment qu'on soit attentif. Il ne faudrait pas que ça devienne une mode managériale de plus, un outil de plus, un mot qui fait bien, puis une fois qu'on a dit ça, on pense qu'on a réglé le problème. Je pense que c'est le risque important. C'est bien pour ça que je pense qu'il faut vraiment parler de axe transversal intégré. Enfin, je veux dire, ça ne doit pas être la direction dans un coin qui fait l'expérience patient. Enfin, franchement, alors là, moi, je suis vraiment clairement convaincue de ça. Bon, vous dites des choses dures, que pour les professionnels de santé qui sont là, qui sont difficiles, mais je veux dire, c'est votre vécu et il faut l'entendre, ça c'est clair. Je pense que, en tout cas, et par rapport à la deuxième question qui va aussi de pair, parce que quelque part, on est aussi là-dessus, en effet, il ne faut pas que l'expérience patient, ce travail qu'on essaye de promouvoir comme étant une écoute particulière, en tout cas différente, vienne balayer tout ce qui doit être fait, qui n'est sans doute pas complètement fait depuis 2002. En tout cas, beaucoup de choses autour de la démocratie en santé. C'est pas l'un ou l'autre, en fait. Hein. C'est vraiment les deux. Mais encore une fois, j'insiste bien, il ne faut pas que ça devienne un outil managérial. Il faut que faut que ça change la relation. Enfin, c'est clair. Michel Ballereau. Vos expériences sont des expériences et font toujours partie de ce qui doit être entendu. J'aurais tout à fait d'accord avec vous. Pour ça, tout à l'heure, je disais, n'en faisons pas un axe stratégique principal, virgule, pendant 5 ans, virgule, avant de changer d'axe stratégique. Non, ça doit être tout le temps. Vous parliez du contrôle de gestion, il y en a plein d'autres de la même façon. Vous avez parfaitement raison. Je n'ai aucun doute sur votre expérience. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de soignants dont le premier objectif, c'est de soigner. Voilà. OK. Non, mais on est d'accord. Ouais. Non. Ouais. C'est un peu ce que disait Nicolas Noiriel tout à l'heure quand il disait, même si on n'a pas nécessairement la notion du concept d'expérience patient, on le pratique au quotidien. Alors nous nous rejoignons tout à fait. Dans la multiplicité des axes de travail, j'en mettrai 3 plus 1.
Le premier, c'est le dossier médical, le diagnostic, et le dossier médical, qu'il soit sur papier ou informatisé, appartient fondamentalement à la personne, au patient, et pas dans l'autre sens. Le deuxième sujet, qui est quand même un truc qui pêche assez souvent, prenons le temps d'expliquer aux gens les mots qui figurent sur un diagnostic, les mots qui figurent sur un résultat d'examen. Et un résultat d'examen, ce n'est pas juste des chiffres. Hein. S'il y a sans interprétation, ce n'est pas un résultat d'examen. Et puis d'expliquer, puis avec des mots qui se comprennent. Si on dit jaunisse à la place d'ictère, déjà, ça commence pas mal. Le troisième sujet, c'est comme un accusé de réception que vous avez dit, le respect de la personne et la sécurité des soins, et tout va ensemble, consiste à avoir une information, enfin que l'information se passe, avec l'accord de la personne, d'un soignant à l'autre, et dans les bons délais. Normalement, l'information, je répète ce que je disais tout à l'heure, à la sortie d'un patient, elle doit arriver avant que le véhicule qui l'emmenait chez lui arrive, et pas 15 jours après. À l'ère numérique, ça doit être possible. À l'ère numérique, c'est parfaitement possible. Bon, avant, il y a les 24 heures. Une fois que l'on a dit tout ça, je ne peux être que d'accord avec vous. Quand il y a des textes, ils sont faits pour être respectés, ce qui veut dire d'ailleurs commencer par être compris. Parce qu'un texte qui n'est pas compris, il n'est pas respecté derrière. Après, la seule limite que je mets, et je vais faire un rapprochement avec l'aéronautique, c'est de ne pas faire tout peser sur le patient. Je vais prendre un exemple, parfois lu, le malade acteur de la sécurité des soins. Ici même, dans une réunion qui avait lieu hier, je crois, sur la sécurité en santé. J'ai quelques doutes. Alors qu'il fasse, lui, attention en ce qui le concerne, mais qu'on confie au patient la responsabilité de la sécurité des soins. Je ne pense pas que l'idée soit d'aller jusque-là. Hein. D'accord. C'est juste que le mot m'a parfois un peu choqué. Je disais l'exemple avec l'aéronautique. Vous avez probablement pris l'avion. Je ne sais pas si vous avez l'oreille tendue pour dire « je ne suis pas sûr qu'il ait descendu le train d'atterrissage ». Non. Quand bien même, on ne pourrait pas y faire grand-chose. Je ne sais pas, appuyer, faites confiance, il a dit 3 vertes, enfin, il ou elle a dit 3 vertes devant, et c'est fait. Et il y a un moment où il faut faire pareil. C'était pareil avec le sujet « lavez-vous les mains ». Ok, si on n'a pas confiance, s'il n'y a pas cette confiance-là, c'est plus grave. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on enchaîne avec la table ronde suivante. Merci à mes 3 invités, on peut les applaudir. Et je demande sans délai à Anne-Marie Armenteras de Saxé, membre du Collège de la Haute Autorité de Santé, à Alexandra Fourcade, chef du bureau des usagers à la DGOS au ministère de la Santé, qui est notre hôte, et Alain-Michel Serretti, qui est le président de France Asso Santé. Et peut-être pendant qu'ils nous rejoignent, apporter un élément d'information complémentaire, puisque ça a été dit de nombreuses fois. On a choisi, et c'est un parti pris avec BVA, entre l'Institut français de l'expérience patient et BVA, de faire un premier baromètre qui allait interviewer les professionnels de santé. Je l'ai dit, aujourd'hui, on considère que pour que les choses bougent en matière d'expérience patient, il faut qu'il y ait une adhésion des professionnels de santé. Mais ça ne fait pas le tour de la question, évidemment. Et il entre tout à fait dans nos projets d'avoir un baromètre de l'expérience patient qui interroge. Le Beryl Institute, dont on se réclame, l'a fait également. Ils ont mis 4 études auprès des professionnels avant de faire leur première étude auprès des patients. On n'attendra pas tout ce temps-là. Et on fera, nous aussi, donc, un baromètre de l'expérience patient auprès des patients. Mais ça nous semblait intéressant sur un sujet qui est encore émergent, dont la maturité, et c'est confirmé par les résultats du baromètre, est encore assez faible. Ça nous semblait intéressant d'être déjà dans une entreprise bienveillante vis-à-vis des professionnels et de confronter quelque part la vision des patients à une vision déjà exprimée par les professionnels. Merci de m'avoir rejoint. Même question qu'à vos prédécesseurs. Est-ce que dans les résultats que vous avez vus et entendus, certains éléments vous surprennent? Anne-Marie Armenteras de Saxé. Bonjour.
Et merci pour cette matinée et ces tables rondes. Les résultats du questionnaire sur les professionnels montrent qu'on est quand même un peu en retard dans ce pays entre ce progrès important qu'a été la loi de 2002, ces travaux très importants, cette présence très positive de nos associations de patients dans le système de soins et de santé, dans le milieu, et puis une méconnaissance d'un certain nombre de sujets qui transparaissent avec les questions tout à l'heure. Moi, je voudrais dire notre sujet maintenant, c'est de faire comprendre avec pédagogie, avec des diffusions d'outils, d'études, de ce que dit la littérature, que l'engagement du patient passe par son implication. Son implication passe par le recueil de sa parole. Le recueil de sa parole n'est intéressant aussi que quand il est analysé en feedback. Donc on est recueil, analyse sur un certain nombre de sujets. Avant de les énumérer rapidement, je voudrais dire que à la Haute Autorité de Santé, nous ne limitons pas ce qu'on appelle sous un vocable large expérience patient à patient. Si vous prenez la personne qui est porteuse de handicap, qui est porteuse de perte d'autonomie, qui a un chemin de vie qui se situe entre des établissements de santé, des services et des établissements où elle est accompagnée, le sujet se pose de la même façon. Et Ama, moi j'ai été très contente, mais je l'avais déjà dit, que vous ayez eu l'intention de poser des questions aux professionnels qui sont dans le secteur médico-social. Nous le faisons et nous voulons porter ces sujets à travers la création d'un conseil pour l'engagement de l'usager, ce qui permet d'embarquer le patient et la personne accompagnée dans le secteur médico-social et social. Alors, il nous faut mettre au devant de la scène la conviction qui est démontrée dans la littérature internationale que l'implication du patient par le recueil de sa parole, par l'analyse de sa parole, par l'analyse du résultat de comment il le ressent, ce résultat en santé, et de confronter au résultat en santé tel que vu par les professionnels et l'équipe qui le prend en charge, c'est utile. Donc ça a été un peu dit dans la table ronde précédente, mais c'est vraiment de ça dont il s'agit. L'implication du patient, de la personne accompagnée, elle est utile pour cette personne-là. À l'automne 2018 est sortie une étude aux États-Unis sur 2 cohortes de patientes atteintes de cancer du sein, une suivie à domicile avec de la chimiothérapie orale, une suivie de façon classique dans des hôpitaux de jour et des structures hospitalières. Et l'équipe qui fait l'article avait fait des travaux sur du résultat en santé et s'est rendu compte que la cohorte suivie à domicile était une cohorte à laquelle on demandait beaucoup son expérience sur ce qui s'était passé dans la journée, avant la prise du médicament, après la prise du médicament, sur toute une série de sujets, la perte de poids, la douleur, etc. Et au bout de 18 mois, la cohorte suivie au domicile avait une durée de vie plus importante que celle des patientes suivies traditionnellement. Donc, c'est vraiment cette conviction que c'est utile pour la personne, c'est utile parce que ça rejoint bien sûr ses droits. N'oublions pas que la loi 2002 dit le patient prend avec le professionnel de santé les décisions qui le concernent. Et donc, tout ce qui nous permet de travailler vers la codécision permet de travailler sur l'engagement
de la personne, et c'est ça qui permet d'aller vers de l'autonomie. L'autonomie à gérer sa maladie, l'autonomie à gérer les effets de la maladie, les effets du handicap, à prendre des décisions qui vont permettre de faire évoluer le projet. Alors, juste une dernière chose maintenant, ce qu'on voit aussi surgir dans le questionnaire, c'est qu'il y a finalement peu de culture en France sur, et vous l'avez dit, hein, les représentants des fédérations, il y a peu de culture en France sur par quels moyens, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que aller dans une chambre de patient le matin en disant bonjour, est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que c'est ça qui permet de recueillir le point de vue, la parole, l'analyser, le comparer avec le résultat en santé? C'est très important, ça n'est pas suffisant. Donc, ce qu'on appelle les outils de l'expérience patient, c'est plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le recueil de l'expérience au niveau de l'accès, de l'information, des explications, du vécu, de l'expérience, où on peut poser des questions objectives. Est-ce qu'on vous a géré la douleur? Et puis des questions subjectives. Est-ce que vous pensez que votre douleur a été bien gérée? Et parce qu'on analyse cette réponse en feedback avec l'équipe, on voit bien, on comprend que ça permet d'améliorer des actions de prise en charge de l'équipe et ça permet aux patients d'être plus proactifs dans ce sujet-là. Il y a des travaux qui ont été présentés récemment d'une équipe qui s'est rendue compte que faire des transmissions infirmières au lit d'un certain nombre de patients permettait de réduire la durée de séjour parce que dans le cadre de l'implication, c'est le patient qui dit à son équipe « Hier, on avait dit qu'aujourd'hui j'aurais un examen et je ne l'ai pas eu. Est-ce que vous l'avez oublié ou qu'est-ce qui s'est passé ?» Bon. Alors là, on est au niveau de ce qu'on appelle les PREMS, c'est-à-dire l'expérience patient. Ça se fait au niveau de l'équipe. Et ça rejoint votre discussion managériale, pas managériale. Ça se fait au niveau de l'équipe. Bien sûr, il faut que ce soit un peu poussé, mais il faut que ça se fasse au niveau de l'équipe et des équipes. Et ça, c'est intéressant quand c'est confronté aux résultats en santé. Hein, c'est ce que font les Suédois avec cette grosse cohorte sur les prothèses de hanche. Au bout de combien de jours avez-vous récupéré votre autonomie à marcher, à monter l'escalier, à aller chez vous? Et ça, on le compare avec le résultat de santé escompté par l'équipe. L'équipe dit, moi, quand je fais cette opération-là, mon patient doit retrouver l'autonomie au bout de tant de jours. Et donc, là aussi, on comprend que c'est utile pour tout le monde. Ça fait progresser tout le monde. Et donc, ça, c'est les PROMS, le résultat en santé. Et ces sujets-là, nous allons les porter dans la certification des établissements de santé, nouvelle version 2020, et dans l'évaluation externe dans le médico-social et le social, bien sûr lorsque l'exécutif et le législatif nous en donneront la responsabilité, ça devrait arriver. C'est une des premières choses que nous allons porter. C'est-à-dire qu'on va en faire un attendu. C'est un attendu qualité. Hein, c'est vraiment un attendu qualité. Et ensuite, voilà, ça va plus loin. Les autres types d'actions vont jusqu'à l'implication du patient au niveau de ses pairs, ce qu'a dit Madame, et bien sûr que ça permet également, quand on inclut un patient dans des enseignements de simulation, hein, c'est très important, ça fait progresser les professionnels et ça va jusqu'à patient enseignant, patient médiateur, hein, toute cette gradation. Mais la première chose, donc, c'est rappeler que c'est utile et qu'il y a des outils et que c'est par la diffusion, par tout le monde, hein, de ces résultats, de ces expériences qu'on peut faire progresser. Merci Anne-Marie. Merci notamment de rappeler qu'effectivement, l'expérience patient, ça n'est pas que l'environnement du patient, mais aussi le cœur de la prise en charge et que des études scientifiques, même si assez peu en langue française aujourd'hui, des études scientifiques viennent attester de l'intérêt de l'expérience patient pour améliorer le cœur de métier. Alain-Michel Serretti, président de France Asso Santé, aux réactions à ce baromètre tout d'abord.
Réaction positive sur d'abord l'initiative et ensuite le ressentir des professionnels. Je trouve que c'est intéressant de commencer par les professionnels, puisque évidemment sans l'adhésion, il ne se passera pas grand-chose. Il y a, je vais y revenir, mais un chiffre que j'ai trouvé intéressant, enfin, sortant que j'attendais pas, dans la question pourquoi le mettre en place. Évidemment, les scores soviétiques, on les retrouve pour l'intérêt des patients. Évidemment, c'est le cœur, ça recentre vers le cœur de son engagement initial, et à 37% uniquement sur la réputation. Parce que la question que tu poses là, c'est inciter ou contraindre, comment accélérer le mouvement. En fait, ça pose la question de l'intérêt à agir. Est-ce que l'intérêt à agir pour aller vers l'expérience patient, c'est une contrainte parce que c'est réglementaire, ça fait partie de la certification, j'ai pas le choix, je dois y passer, ça fait partie ça va devenir des indicateurs qui vont être diffusés avec ou sans mon consentement, ou alors l'autre intérêt à agir, il y a une valeur économique et donc une partie de ce qui va rentrer dans mes caisses dépend de ça, donc c'est un intérêt à agir. Puis le troisième, c'est la réputation, c'est tout ce qui tourne autour de l'image. Donc une fois qu'on est là, je pense qu'il faut se reposer la question de savoir de quoi on parle sur l'expérience patient. C'est un sujet sur lequel, chez France Assos Santé, on travaille beaucoup, puisque ça fait partie de nos axes stratégiques définis et souhaités par les assos, et c'est un des aspects du rapport que j'ai rendu dans le cadre de la stratégie transformation du système de santé. Il y a deux sujets. Pour moi, il y a vraiment deux grands sujets qui se complètent. D'ailleurs, Anne-Marie l'a dit il y a 5 minutes, sans avoir fait cette dichotomie que je vais faire. Vous avez l'expérience patient face aux soins. Je suis dans un parcours de soins, je suis dans un épisode de soins, je suis entre les mains d'une équipe dans un établissement de santé, et je vais porter un regard sur ce qui m'arrive et sur ce qui se passe. Regard critique, positif, négatif ou neutre. Et si on ne me pose pas la question, je vais pas y répondre. Je vais me manifester aujourd'hui, soit en envoyant un courrier de remerciement, soit en saisissant la CDU, ça c'est la demande light, soit en allant au-delà. La commission des usagers. Commission des usagers, soit en allant devant une CCI, commission pour demander une indemnisation, soit aller devant le juge, et à minimum, évidemment, d'envoyer un courrier d'insatisfaction. Donc aujourd'hui, on est calé dans les établissements de santé sur la mauvaise expérience patient à travers les CDU. Tout le monde s'en fout. Enfin, je suis méchant, mais tout le monde s'en fout. Je pense qu'il n'y a pas un médecin sur 10 qui, dans un établissement, sait même qu'il y a une CDU, et encore moins de se fout de savoir ce qui s'y passe. Ça devrait être dans une entreprise. La satisfaction du client, si vous voulez, c'est juste la boussole et le GPS du patron. Et si vous avez une retombée massive de clients insatisfaits, je peux vous assurer que le directeur commercial, et si vous fabriquez le patron de la fabrication, ils vont être dans le bureau du patron dans les 2 secondes. Pas de ça dans le système de santé français. Beaucoup de ça dans d'autres systèmes de santé dans lesquels la concurrence est un sujet. D'où d'ailleurs une des réponses du questionnaire, 37% de professionnels de santé qui estiment que l'incitation, c'est l'image, leur réputation. Donc un premier pilier de l'expérience patient qui est le regard porté sur le soin. Et le deuxième pilier, c'est le regard porté sur la maladie et donc la guérison. Comment je m'en sors avec les soins que j'ai eus en termes de guérison, dans la mesure où, évidemment, je suis face à une maladie avec laquelle je peux espérer être guéri, pour laquelle je peux espérer être guéri, puis il y a des maladies pour lesquelles
la seule promesse qu'on puisse me faire, c'est de vivre dans la chronicité, mais de vivre plutôt bien, le mieux possible, ou le moins mal possible dans la chronicité. Donc, et ces deux choses ne sont, enfin, on ne parle pas de la même chose. D'un côté, on peut parler de satisfaction, l'expérience patient peut renvoyer vers la satisfaction, et c'est ce qu'essaye de faire aujourd'hui l'HAS avec ISATIS, notamment, et ce sur quoi on peut s'améliorer et on doit s'améliorer. Et puis l'autre, par contre, on ne peut pas parler de satisfaction. Parce que si vous demandez à quelqu'un, à une vieille dame qui a eu, qui doit passer, moi j'ai une de mes très très proches vieilles dames, qui doit demain se faire opérer de la cataracte. Si vous lui demandez 5 jours après l'opération si elle voit mieux, si elle est satisfaite, ah bah oui. Sauf à se faire une infection de l'œil, normalement elle voit mieux. Mais est-ce qu'elle voit réellement comme on peut espérer qu'elle voit en 2019 avec les techniques qui sont les nôtres et le prix que collectivement on a mis pour qu'elle voit mieux? Ça ne sait pas répondre. C'est juste de dire je vois mieux. Et donc elle est prête à faire une statue au chirurgien disant que c'est le meilleur du monde. Mais peut-être que le réel niveau de vision qu'elle a repris n'est pas le bon. On vous pose une prothèse de hanche, 1 an après la pose, vous marchez, est-ce que vous êtes content? Si vous ne savez pas que normalement c'est au bout de 3 mois, vous êtes content. Vous voyez? Donc la mesure de la qualité de la prise en charge à travers des mesures objectives de retour patient sur la façon dont le patient retrouve une vie normale et attendue, c'est exactement, j'utilise d'autres mots que ceux, Anne-Marie, que vous avez utilisés il y a un instant, ça c'est le deuxième pilier. Et alors, quand le deuxième pilier rencontre le premier, ça devient intéressant, parce qu'on peut démontrer que lorsque on s'occupe bien des patients, ils guérissent plus vite. Ah ben ouais, c'est un scoop. Il n'y a pas besoin de faire Bac+10 pour ça. Les patients qui sont là, ils vous le disent. Hein. Bien sûr, ils vous disent, si vous me parlez gentiment, si vous êtes poli avec moi, si vous me demandez, si vous me rappelez ce que je vais avoir à faire demain parce que je suis un peu anxieux et que le fait de me parler, ben, ça m'aide beaucoup, ben oui, je vais mieux vivre mon épisode de soins, mon parcours de soins. On peut le théoriser, on peut aussi le vivre de façon spontanée. Mais tout le monde n'est pas doué pour ça. Concernant maintenant les contraintes et l'incitation, c'est tout le sujet. Si on veut que cette histoire ne finisse pas comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire une espèce de météorite qui passe très très vite dans le ciel du monde de la santé, mais qui ne va rien faire bouger du tout, il faut que l'intérêt à agir soit économique. Réglementaire, c'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. On a vu que, regardez, bien placé pour en parler, sur le nosocomial, qui a fait bouger les choses, c'est l'image et le réglementaire. Les tableaux de bord des infections nosocomiales a été rendu obligatoire à partir de 2006, et c'est parce qu'ils ont fait la une de la presse et que c'est devenu discriminant ou valorisant que ça a marché. Mais l'impact économique n'a jamais été un sujet. Aujourd'hui, la tension est telle dans les établissements, la tension est telle sur les professionnels de santé. Pourquoi ils sont à 98% à vouloir l'expérience patient comme indicateur? Parce qu'ils se disent au fond d'eux, il y en a tellement marre que ça va se voir qu'on ne fait pas bien, parce qu'ils sentent qu'ils ne font pas bien comme ils voudraient faire. Ils le voient bien. Ils le voient bien qu'il y a 10 ans, ils étaient 5 pour faire le boulot auquel ils sont 2 aujourd'hui. Alors, ils plient les chines. Ils ne mettent pas encore de gilets jaunes, pas tous. Les hôpitaux et nos cliniques fonctionnent parce qu'il y a beaucoup d'engagement et que ce n'est pas un métier comme les autres. Mais enfin, à un moment, ils se disent, si on pose la question aux malades, là, nos dirigeants vont voir qu'il se passe des choses anormales. Donc, ils sont pour cette transparence. Mais l'intérêt à agir, c'est tout le sujet. Donc, et je finirai là-dessus, sur le résultat du soin, d'ailleurs ce qu'on appelle le PROMS, c'est-à-dire est-ce que mon soin a servi à quelque chose? Le service médical rendu du soin. Beaucoup de pays au niveau international sont rentrés dedans, la France va y rentrer aussi, je le souhaite. Ce n'est pas très clair dans la loi santé, Ma Santé 2022, mais
on verra comment les choses ressortent sur le texte définitif et sur l'engagement réellement politique. Mais derrière, la question, c'est l'intérêt à agir. Si demain, si demain une partie du prix du soin n'est pas liée au service médical que ce fameux soin a rendu, ben on passe à côté de la vérité. Donc ça veut dire en gros que si je pose une prothèse de hanche dont le GHS, c'est-à-dire le tarif que tout le monde va recevoir, hôpital ou clinique, est à 200 €, peut-être un peu plus, enfin mettons 200 €, et que je pose que cette prothèse de hanche permette en moyenne, dans mon établissement, pour moi en tant que chirurgien, que les gens reprennent la marche au bout de 4 mois dans de bonnes conditions, et que celui pour qui les gens reprennent au bout de 8 mois, ça soit pareil, que chez moi on n'a jamais mal, alors que chez d'autres on a toujours très très mal, et que finalement ça soit pareil, ben c'est un nivellement par le bas de la qualité, une fois de plus, et ceux qui font bien ne sont pas reconnus. Donc il faut qu'à un moment, la mesure du faire bien se voit, soit ressentie, soit valorisée économiquement. Et là, on a un intérêt à agir majeur pour que l'expérience patient devienne un moteur. Et pareil sur l'expérience patient côté soins, c'est-à-dire vécu du soin. De la même façon, on sait qu'il y a un impact sur le vécu du soin par rapport au service médical rendu. Et de toute façon, avec ce que ça nous coûte, cette histoire, 11%, bientôt 12% du PIB, on peut avoir, et on peut espérer en France, avoir des gens qui soient bien soignés avec le sourire, c'est-à-dire qui soient bien soignés et pris en charge, non pas comme des organes malades, mais bien comme des personnes malades. Et là, on n'a pas d'autre solution que de transformer l'intérêt à agir de la partie économique de l'activité médicale. Et je finirai là-dessus. Aujourd'hui, je parle aux patients, que vous compreniez de quoi il s'agit. Aujourd'hui, quand vous êtes directeur d'un hôpital, directeur d'une clinique, votre chiffre d'affaires, il est lié exclusivement au nombre de prothèses que vous allez poser, au nombre d'opérations de la cataracte que vous allez faire, et la qualité du service médical rendu, que les patients soient satisfaits, pas satisfaits, ça ne change rien sur le plan économique. Alors évidemment, sur le plan humain, sur le plan intime, sur le plan personnel, c'est pas bon. Ça peut ne pas être bon, et vous pouvez être désolé de savoir que finalement les gens ne sont pas contents et que le service médical rendu est moyen. Mais à l'arrivée, ça ne change rien sur le plan économique. Et dans l'environnement dans lequel nous vivons, l'économie, tout le monde sera d'accord avec ça, c'est 90-95% de l'intérêt à agir lorsqu'il s'agit d'une entreprise avec des frais généraux, des salariés, etc. Donc il faut que, puisque le payeur, c'est la sécurité sociale dans tous les cas, eh bien, il faut qu'à un moment, le payeur prenne en compte une partie de l'expérience patient dans le prix du soin. Et à ce moment-là, on ne va plus avoir en face de soi, c'est ce qui pose problème aujourd'hui, l'hiatus, un soignant avec un organe malade, et donc une personne qui porte un organe malade, mais on aura une personne malade dont l'insatisfaction sera importante parce que demain, elle est de nature à modifier et à impacter la recette que je vais avoir avec cette personne. Donc, elle va devenir importante en tant que personne et plus en tant qu'organe. Et c'est ça qu'on doit changer. Merci Alain Michel Servetti. Alexandra Fourcade. 3 minutes, c'est ça? Non, un peu plus. Non, je suis en tout cas ravie de pouvoir conclure parce qu'il y a eu beaucoup de choses très intéressantes de dites dans cette table ronde. Alors, je vais parler au nom évidemment du bureau des usagers que je représente. Donc, vous imaginez bien que l'expérience patient, nous, c'est un sujet qu'on porte au niveau de mon bureau. Mais ce qui est intéressant ce matin, c'est que on a parlé de bien au-delà du sujet des personnes qui s'intéressent aux droits des usagers ou à la qualité des soins. Donc, premièrement, je voulais dire que le ministère de la Santé, en tout cas, ne peut que soutenir ce qui a été fait par l'Institut de l'expérience patient, dans la mesure où vous donnez
un éclairage sur quelque chose finalement qui, pour nous, dans le domaine de la santé, semble nouveau, mais il faut regarder dans d'autres secteurs de l'économie où la notion d'expérience aujourd'hui, elle est prise en compte dans beaucoup d'autres domaines. Je pense maintenant, quand on va au restaurant, si vous voulez, on ne s'intéresse pas uniquement au menu que vous allez déguster, mais on va attendre de la personne, du consommateur, qu'il raconte une expérience. Donc il n'y a pas un seul restaurant aujourd'hui qui ne met pas sur ses sites web la notion d'expérience. Vous l'avez dans le domaine du tourisme, vous l'avez dans d'autres domaines. Donc pas étonnant en tout cas, et en tout cas bravo pour le mettre en exergue dans le domaine de la santé. Et pourquoi c'est important dans le domaine de la santé? Parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de la santé comme étant finalement un produit qui est lié à finalement un résultat médical, et on parle beaucoup d'evidence-based medicine, et je pense que Anne-Marie de Saxé à la Haute Autorité de Santé ne dira pas le contraire. Donc on a toujours basé le résultat médical sur finalement la compétence des professionnels et sur la qualité des pratiques au regard d'un certain nombre de normes établies par des sociétés savantes, des recommandations professionnelles. C'est toute la partie vraiment evidence-based medicine. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que, et ce que vous essayez de promouvoir et ce sur lequel on travaille depuis ce matin, c'est qu'au-delà de la seule compétence technique du produit tel qu'il doit être livré, de l'acte médical, au sens vraiment de la norme scientifique, on sait maintenant, il y a des études scientifiques qui le prouvent, que le résultat médical, le résultat de soins pour un patient, il va dépendre non seulement de la compétence technique, de l'application des normes de bonne pratique, mais également de l'expérience du patient. Et sous le terme de l'expérience, évidemment, on met plein de choses. On met la capacité de comprendre ce que le patient vous a expliqué du nom de votre maladie. On met dedans la façon dont vous avez compris que le traitement qu'on vous propose est important à prendre et comment il va être pris, à quelle heure de la journée, etc. Et on met évidemment la relation humaine qu'il y a entre un patient et un soigné. Donc cette notion, elle est vraiment fondamentale, parce que jusqu'à maintenant, c'est le bon sens. On disait tous, bah oui, forcément, un patient qui est bien pris en charge, qui est écouté par son médecin, qui a été bien traité, bah forcément, il va avoir des meilleurs résultats. C'était empirique. Aujourd'hui, on a des résultats scientifiques qui le prouvent. Anne-Marie a cité des exemples dans le domaine du cancer, mais on en a plein d'autres. Donc, ce n'est pas un sujet marketing par rapport à la crainte de madame qui disait il ne faut pas que ce soit un enjeu marketing uniquement pour faire de la promotion des établissements de santé qui mettront « moi, je suis labellisé expérience patient » et pas les autres. Ce n'est pas ça le sujet. C'est qu'on est au cœur de la relation médecin-soigné et on est au cœur finalement de ce que doit être la démocratie en santé. On a eu la phase représentation des usagers. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur les CDU. On est tous conscients que ça ne suffit pas. On a la phase de la participation des patients maintenant dans les projets d'établissement, dans les projets territoriaux de santé, dans les débats publics, mais on est dans le cœur du réacteur. Là, l'expérience patient au regard du résultat clinique de soins, c'est quand même ça, fondamentalement, qui doit faire bouger le système de santé. Donc, vraiment, bravo pour, en tout cas, mettre ce sujet au cœur de la transformation du système de santé. Alors, très rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour dire un petit peu ce qui se traduit de manière opérationnelle. Là aussi, Chantal de Singly a raison, au-delà des concepts, il faut traduire ça maintenant de façon très opérationnelle. Comment, dans la stratégie de transformation du système de santé qui est portée par la ministre, quelles sont les traductions pratico-pratiques de cette volonté d'intégrer l'expérience patient dans la transformation du système? Bon, pour moi, il y a trois sujets, trois leviers principaux. Il y a le premier levier qui est celui de la formation, ça a déjà été dit, mais ça va se traduire comment concrètement? C'est qu'à partir de la rentrée 2019, tous les étudiants en médecine qui rentreront dans le deuxième cycle des études médicales auront dans leur cursus la possibilité d'avoir des enseignements, des modules de formation, alors ça c'est un sujet qui dépendra des universités et des doyens, où des patients seront intégrés dans le cursus de formation. Donc c'est vraiment une révolution, c'est-à-dire à la fac de médecine, on va considérer qu'il n'y a plus que les professeurs de différentes spécialités qui vont faire leur maquette, il y a aussi la prise en compte de ce que les patients vont avoir à dire sur la relation médecin-malade et sur le lien qu'il peut y avoir entre l'écoute du patient, son information et le résultat clinique pour les soins. Donc ça, c'est un premier sujet, un premier exemple très opérationnel, c'est l'article 2 de la loi. Je n'ai pas le temps de détailler, mais vous irez regarder et on va sûrement beaucoup en parler. Il y a un deuxième levier, bien sûr, c'est l'évaluation des stages des étudiants en médecine par des patients. C'est-à-dire que les jurys, jusqu'à maintenant, c'était des jurys, là encore, de sommité médicale, de professionnels de santé, mais il n'y avait pas le regard du patient sur, en gros, on met en situation un médecin avec un patient dans le cadre de simulation, maintenant on a les moyens de le faire, et on va regarder si finalement, dans le cadre de l'entretien, du point de vue des patients qui seront évaluateurs, est-ce que finalement on considère que le jeune médecin, le futur médecin qui va exercer, est-ce qu'il a les capacités d'expliquer
tout ce qui va conditionner le résultat médical de la prise en charge. Donc ça, c'est le premier volet, le premier levier, la formation. Le deuxième levier, ce sont évidemment les pratiques. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites pour parler des établissements de santé. Je pense qu'il faut dépasser les établissements. On a un dispositif aujourd'hui qui s'appelle le label droit des usagers, qui est piloté depuis maintenant presque 9 ans, je crois, au ministère de la Santé, où on regarde sur l'ensemble du système, c'est-à-dire à la fois les hôpitaux, les médecins libéraux, les établissements médico-sociaux, tous les projets dans lesquels le point de départ, ce sont les attentes des patients. Donc ce label, il a effectivement été au départ beaucoup porté par les hôpitaux, par les établissements médico-sociaux, mais aujourd'hui, il est approprié par les associations de patients et par les organismes libéraux. Et je pense que là, on a un levier aussi de changement, de transformation très important pour que justement la prise en compte de l'expérience, que ce soit dans les projets territoriaux de santé qu'il va falloir construire demain, finalement, comment construire un projet territorial de santé si on n'est pas en premier chef à l'écoute des attentes des patients. J'ai vu que la FEA en parlait aussi, mais ça, c'est assez logique et cohérent par rapport à cette orientation de l'expérience du patient. Et le dernier levier, c'est celui de l'évaluation. C'est-à-dire que Michel a mis l'accent sur l'intéressement économique, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire transformer un système de santé, faire en sorte que les gens n'aient plus finalement l'impression qu'aujourd'hui le système est complètement à bout de souffle parce qu'on va en premier recours d'abord à l'hôpital parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Transformer ce système sans prendre en compte les dysfonctionnements. Alors là, je suis désolée, mais il faut regarder les dysfonctionnements quand même de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est mon dada, mais je rappelle que simplement, on a un levier formidable qui sont tous les courriers, alors on appelle ça réclamation, mais c'est les témoignages des patients qui arrivent par milliers au niveau des agences régionales de santé et au niveau du ministère de la Santé, ce qui est complètement anormal d'ailleurs, parce qu'il y a des commissions des usagers, il y a plein de choses qui devraient au niveau local traiter ces dysfonctionnements. Mais si on partait déjà de ces signaux, qui sont des signaux de l'expérience des parcours du patient, qu'on était en capacité, en termes de ministère, cette fois vraiment je parle en termes d'outils de pilotage du système de santé, de traiter ces signaux, d'en faire une restitution tous les ans, comme le fait le défenseur des droits d'ailleurs dans son pôle santé-sécurité des soins, pour regarder finalement au travers de ces signaux qui ne sont pas représentatifs, d'accord, ce n'est pas des études statistiques, mais c'est quand même ce que les gens nous remontent du terrain. Et je peux vous dire, moi qui lis régulièrement, je crois qu'on a 400 courriers qui arrivent tous les ans ou 500 courriers qui arrivent à la DGOS, ce que je lis dans les courriers, sincèrement, j'aimerais qu'on le lise en comité de direction de la ministre pour que les gens se rendent compte, les professionnels se rendent compte de la déshérence d'un certain nombre de patients, de citoyens, de la détresse de ces gens. Et c'est pas des caprices, c'est pas des choses qui sont des choses complètement irrationnelles. Et pour terminer simplement, je rappelle simplement quand j'étais jeune interne de santé publique, j'avais eu la chance d'être bénéficiaire d'une bourse de l'ANDEM à l'époque, l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale, c'était Yves Matillon, et j'étais partie au Canada pour voir justement comment le système canadien prenait en compte les signaux des patients. Eh bien, au Canada, à l'époque, il y a une quinzaine d'années, l'organisation des services d'urgence et des conditions d'organisation des structures d'urgence était pilotée à partir des réclamations et des plaintes. C'est-à-dire qu'on traitait les signaux, ce que remontaient les patients, et à partir de ça, on décidait d'organiser sur un territoire donné, de mettre l'accent sur tel territoire qui était plutôt sous-doté par rapport à tel autre. Alors, je ne dis pas qu'il faut, bien sûr, faire exactement comme ça aujourd'hui, mais en tout cas, ce sujet de l'expérience patient que AMA et l'Institut mettent en avant, je pense que c'est réellement un levier extrêmement puissant pour la transformation du système de santé. Et en tout cas, au niveau du ministère, on y accorde une grande importance et je remercie AMA. Peut-être que l'édition 2020 du baromètre, ce sera d'avoir un baromètre qui sortira des murs des établissements. Je pense que c'est très important d'avoir un baromètre expérience sur l'ensemble du parcours. Ce sera sûrement sur le plan méthodologique plus compliqué à faire, mais on est prêt à vous aider là-dessus parce que je pense que c'est un vrai sujet et ça donne un levier de pilotage vraiment de la transformation. Donc, merci à vous pour ce travail. Merci à tous les trois. Alors, il est 10h35 et je m'étais engagé auprès d'un certain nombre d'entre vous à maintenir cet événement dans un temps contraint pour vous permettre de reprendre une activité normale. Simplement, peut-être pour conclure, vous dire que c'était très important pour nous d'avoir autour de la table aujourd'hui les fédérations, la Haute Autorité de Santé, France Asso Santé
et le ministère de la Santé. Vous voyez que la mobilisation autour de l'expérience patient est grandissante et que l'ensemble des acteurs, finalement, plus qu'un débat, est dans une forme de consensus sur l'orientation. Après, sur les modalités, il y a évidemment des sensibilités différentes qui peuvent s'exprimer. Cela étant, l'un des enjeux, et je voudrais qu'on termine là-dessus, l'un des enjeux aujourd'hui, c'est le passage à l'acte. On parle de plus en plus de l'expérience patient, on peut s'en satisfaire. Néanmoins, aujourd'hui, l'enjeu pour les patients, pour les professionnels, c'est qu'il y ait partout en France des équipes qui passent à l'acte, s'organisent pour recueillir cette expérience patient, l'analyser, en tirer des enseignements afin que les patients, in fine, perçoivent les efforts faits par notre système de santé pour améliorer l'expérience patient. Et de ce point de vue-là, l'Institut français de l'expérience patient continuera de s'engager aux côtés de l'ensemble des acteurs. C'est vraiment pour nous quelque chose d'absolument essentiel, de travailler en coopération avec tous les acteurs de santé, mais également avec vous, vous professionnels de santé, vous patients experts. On a vu que chacun d'entre vous pouvait apporter quelque chose. Vous aussi, je sais qu'il y a des entreprises de santé qui s'intéressent à ce sujet de l'expérience patient et qui, dans leur rôle, peuvent avoir une réflexion utile pour faire avancer ces démarches. Donc voilà, notre institut vous est ouvert. N'hésitez pas à vous connecter pour suivre notre actualité et on se tient à votre disposition pour éventuellement répondre aux quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre en grand groupe. Donc on reste là, quelques-uns d'entre nous, pour cela. Un grand merci à tous, bonne suite de journée et à très bientôt.